laisser parler les experts et j'ai la chance d'accueillir en scène une experte, Muriel Popa-Fabre. Bonjour à tout le monde, merci d'être là. Je suis vraiment très heureuse d'intervenir devant cette assemblée que j'ai compris être beaucoup plus peuplée d'ingénieurs que je ne le pensais hier dans l'ascenseur. Et c'est pour ça que j'ai mis la barre un peu plus haut. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai cru imaginer vos intérêts, vos points d'intérêt. Et du coup, c'est encore plus agréable de me trouver ici avec vous pour discuter de questions de réglementation, de questions d'IA générative et de sécurité qui se dessinent graduellement, de façon extrêmement vertigineuse, extrêmement rapide. C'est pour ça que je suis rentrée en courant, parce que c'est le rythme auquel nous sommes confrontés, je pense tous, que l'on travaille sur ces sujets au quotidien ou qu'on se retrouve à devoir les gérer dans une entreprise. Donc le plan pour aujourd'hui, c'est d'activer le bip. C'est ça, l'IA générative n'est pas encore là. Et moi non plus, je ne suis pas encore une machine. Et bien, alors, on va faire comme ça. Oui. Donc, le plan pour aujourd'hui, c'est vous parler des mots, parce que vous avez compris que ChatGPT, c'est une question de mots. Vous faire comprendre un tout petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière les mots, comment se les représente ChatGPT. De parler d'attention, qui est l'élément disruptif qui a vraiment changé la donne au niveau des grands modèles de langage, ou LLM, de temps en temps je dirais LLM, et l'apport de l'humain à la machine, qui est quand même fondamental. Non seulement parce que l'humain l'utilise, mais aussi parce qu'un grand effort de travail humain est derrière le produit ChatGPT. Et puis après, on parlera des données, probablement aussi des données de votre entreprise, des données qui rentrent dans ChatGPT, pour parler de propriété des données, de la sécurité et de la réglementation. Et on fera une panoramique mondiale sur ce qui se passe actuellement en termes de gouvernance de l'intelligence artificielle. On va commencer par une page blanche. Et on va commencer par une explication que vous avez déjà entendue depuis janvier pas mal de fois, mais on va l'approfondir. Donc vous avez tous un téléphone qui prédit le prochain mot de vos textos de façon plus ou moins bonne. Et moi, ce que je vous propose, c'est de prendre une phrase et d'aller voir qu'est-ce que c'est les probabilités des mots qui suivent. Donc, la phrase que j'utiliserai, c'est « The bad thing about AI, it's its ability to ». Et après, on a 4,5% pour learn, 3,5% pour predict. Et de façon générale, c'est à peu près toutes les probabilités que vous avez des mots qui suivent. Plus la probabilité décroît, moins le mot qui suit a été trouvé dans l'environnement de tous les mots qui ont précédé. D'accord ? Donc ça veut dire que clairement talk, drive surtout peut-être, est très peu probable. Et donc à chaque fois qu'il y a une prédiction de mots, ce que vous avez, c'est plein de possibilités. C'est pour ça qu'on dit que c'est des machines probabilistes. Vous avez plein de possibilités dans lesquelles il faut piocher. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, en gros, représenter un mot pour ChatGPT ? On est très loin de l'idée qu'il a gobé un dictionnaire. C'est vraiment pas comme ça que ça marche. C'est pas des mots isolés. C'est des mots en contexte. Donc, ce qu'on appellera de façon un peu plus technique des co-occurrences. Donc, ces mots-là, ils sont représentés d'une certaine façon. Et en fait, cette certaine façon n'est pas la synonymie, mais c'est le fait qu'ils apparaissent dans les mêmes phrases. Parce que ce que ChatGPT a appris n'est pas un mot isolé, mais c'est des bouts de phrases, et il fait des statistiques sur les mots qui se trouvent proches.
Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre par rapport à la prédiction, c'est que c'est lié au contexte d'utilisation. Donc, plus particulièrement ici, on verra que dans un espace où on représente les mots qui sont proches, on aura par exemple dans le même espace croissance, économie et taux. Parce qu'en fait, le but de la machine, c'est produire des phrases. Donc la façon la plus efficace, c'est de se dire, je les mets proches parce que c'est très probable que si je parle de croissance, je parle d'économie. Si je parle de croissance, je parle d'un taux, etc., etc., etc. Et donc c'est comme ça que vous arrivez à saisir qu'est-ce que c'est un traitement statistique du langage. Et au fur et à mesure que vous apprenez, vu que vous apprenez en contexte, vous allez aussi apprendre la position qu'un mot va prendre dans une phrase. Et donc, vous allez en déduire la catégorie grammaticale. Un verbe ne se trouve pas au même endroit qu'un nom, et de même un adverbe, encore plus simple, ne se trouve pas à la même place qu'un verbe, d'accord? Donc, c'est comme ça que tout doucement, vous allez, vous allez construire une image des mots. Et vous voyez d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en rouge, vous avez des adjectifs. Et que, par exemple, quelque chose comme finding, en anglais, ça peut être à la fois un nom et un adjectif. Donc, vous le trouvez plus proche des verbes que des noms, par exemple. Enfin, vous le trouvez à mi-chemin. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous construisez même les catégories grammaticales que vous avez dans une langue. Et ça, c'est grosso modo les mots selon ChatGPT. C'est des matrices. Et de façon, si je vous guide, vous allez quand même voir que chat et chien se ressemblent beaucoup plus, vous voyez plein de points rouges, que chaise. Et au fur et à mesure que vous construisez une image du mot avec tous les mots qui l'entourent, c'est beaucoup plus probable que chat et chien aient des mots qui l'entourent qui se ressemblent, plutôt que chaise. D'accord ? À moins qu'on ait un animal qui s'assoit que sur des chaises. Et là, on va l'inventer parce que ça va être un scatapouf. Et donc, si un animal s'appuie que sur les chaises, il se retrouve que dans des appartements, il naît dans des appartements à côté d'une chaise. Et alors là, vous aurez une ressemblance entre le mot chaise et le mot scatapouf que je viens d'inventer. Ce qui est important, c'est qu'à force de faire des similarités entre ces types de mots que vous avez vus, tous ces petits carrés, à force d'avoir ça, vous construisez tout doucement, par la ressemblance, des relations. Et donc là, ce que vous construisez, par exemple, c'est des relations entre hommes et femmes, rois et reines, mais vous pouvez aussi aller vers des choses un peu plus complexes, comme des parties et du tout, donc des relations de métonymie en sémantique. Donc le pied, la chaussette, le gant et la main. Et donc plus vous agrandissez, si vous voulez, votre spectre d'apprentissage, plus vous allez construire des relations sémantiques comme celle-ci, qui sont sophistiquées. Et c'est en gros, c'est là où on en est, c'est qu'on arrive à construire tout doucement, de façon statistique, des relations très très sophistiquées. En sachant que ce que je vous ai montré là est bidimensionnel et que dans ChatGPT, c'est absolument pas bidimensionnel. Donc, là, on est pour les mots. Et on retourne en fait à la prédiction. Pour retourner à la prédiction, ce qui est important, c'est de se dire qu'on va par exemple pouvoir décider d'être plus ou moins créatif. C'est-à-dire, est-ce que je prends le risque de parler, par exemple, de création par rapport à l'IA et sa capacité. Et donc, je vais pouvoir, en changeant un paramètre qui s'appelle température, que vous avez aussi dans l'application ChatGPT, je vais pouvoir sortir des lieux communs, donc des choses les plus fréquentes, des mots qui arrivent le plus souvent après qu'on a parlé de l'habilité et de l'intelligence artificielle, et de la chose la plus commune. Et je vais pouvoir, par exemple, construire une phrase de ce type-là. The best thing about AI is its ability to learn from experience. Et après, je continue. Et ça sera, si on garde la température 0, c'est-à-dire la meilleure solution. Je prends toujours la meilleure solution, je prends 0 risque. Ce qui arrive, c'est qu'on tourne en rond. Ça, c'est des exemples de GPT-2, parce que c'est plus facile à manipuler sur un ordi. Et donc, on va retourner et on va avoir le mot expérience qui retourne. D'accord ?
parce que je vais en permanence piocher dans le plus fréquent, et le plus fréquent dans mon contexte de phrase, c'est que je vais retourner. Et donc, on va se trouver dans une situation où, en fait, de façon expérimentale, on sait que la température la plus sûre pour produire des phrases, c'est 0,8. Et donc, on va avoir, par exemple, plusieurs options, parce qu'on sort de la meilleure option, et on se met dans une situation où on a plusieurs options. Et donc, on va avoir The best thing about AI is the ability to learn. I've always liked. Et là, on part sur le sujet qui parle. Really come into the world. Examine human behavior. Et on va avoir plusieurs solutions. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on va plus bas, ça commence un peu à déraper. Donc, vous avez, en dessous de 0,8, vous allez avoir make sense of the world around us, doing it's known, this is known as AI doing its job. Donc vous allez avoir un discours de plus en plus créatif, on va dire, juste en choisissant des probabilités un peu plus basses de prédiction, d'inférence du prochain. Et donc ça, c'était une comparaison. Après, si on augmente le nombre de paramètres, comme ça a été le cas de façon assez vertigineuse entre GPT-2 et GPT-3, on arrive aussi à avoir des prédictions un peu meilleures quand on prend la meilleure solution. Donc il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu dans le mécanisme d'inférence, et vous aurez compris que la course à avoir plus de paramètres avait quand même un impact. Ce n'était pas juste l'hubris du scientifique. Donc l'autre chose qui questionne pas mal, c'est la question des sources. Moi, ce que je voulais vous dire sur les sources, c'est que si vous avez saisi ce que je vous ai dit jusqu'à présent, un auteur scientifique va souvent publier avec des gens qui ont des affinités intellectuelles avec lui, des affinités thématiques avec lui. Donc ça va être extrêmement fréquent sur un sujet de physique, de la matière, que Naoto Nagaosa publie avec d'autres personnes sur ce sujet. Donc, quand GPT invente des citations, parfois, il arrive à trouver des gens qui sont des co-auteurs. Parce que s'ils ont beaucoup publié, et dans un certain contexte, de façon très ciblée thématiquement, il va avoir les bons auteurs. Il va par contre inventer les titres, avec des très bons mots-clés, et il va inventer souvent les journaux, même si les journaux reviennent pas mal, mais vu qu'ils ont souvent des mots en commun, entre eux, les journaux, il va être moins bon. Donc voilà, donc ça c'était juste pour vous faire un peu un point. Ça c'est un autre exemple d'une citation sur DIY Home-Based Surgery. Donc se faire de la chirurgie à la maison, évidemment. Ce qui va piocher, c'est des auteurs avec des noms hyper communs, des Kim, des Smith, des Brown, des Jones. D'accord ? Donc dans une situation où en fait il n'a pas d'association, ce qui va gagner, c'est la fréquence dans le corpus d'entraînement, évidemment. Et c'est là qu'on arrive au point fondamental de la question de l'attention. Ce qui a tout changé, c'est en 2017, un article, Attention is all you need, a transformé ces machines qui marchaient assez bien pour un chercheur, mais pas assez bien pour constituer des vrais outils. Si je dois prédire le prochain mot, je dois me rendre compte que certains mots sont plus importants que les autres. Et notamment, si je dois pouvoir associer « il » à Thomas, il faut que j'ai un ancrage d'informations entre les mots que je dois prédire et ceux qui sont là. Et par exemple, pour pouvoir prédire « en » et que je dise « mange », je dois savoir que « en » c'est « pomme ». Sinon, je ne vais pas pouvoir savoir qu'il faut manger, que le bon verbe que je dois prédire, c'est « manger ». Donc vous comprenez que ça a été fondamental pour pouvoir prédire des bonnes phrases, c'est de se dire je ne vais pas donner la même attention au même mot au fur et à mesure que j'avance dans la phrase. D'accord ? Et ce mécanisme-là, par exemple, un exemple un peu plus simple, la pièce que vous devez lire est, là je vais me concentrer sur pièce et lire pour pouvoir me dire qu'est-ce que... Donc ce n'est pas une pièce de la maison, parce qu'il y a lire. Donc je vais pouvoir me dire que bon, je vais devoir citer une œuvre. On est d'accord. Et après, c'est pièce, donc ça va être théâtre. Donc si je dois citer un auteur, je vais choisir un auteur de théâtre. Donc dans toute cette situation-là, je suis dans la situation où, vu que je sais prioriser un peu
avec mon mécanisme d'attention, je vais pouvoir prédire une œuvre de Molière, par exemple. Et donc ça, c'est la timeline. Donc ça, c'est le fameux article en 2017. Et ce qui a aussi beaucoup changé, c'est la question du renforcement, de l'apprentissage par renforcement. J'imagine que vous en avez pas mal vu des exemples dans le passé. Donc je ne vais pas forcément me concentrer beaucoup sur ça, mais ce que je voudrais dire, c'est que ça montre en fait comment la machine a besoin de l'humain. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est 8 mois de rating, de réponse sur ChatGPT, donc fait de façon massive par des humains. Donc, pour vous dire, donc on entraîne sur des questions-réponses déjà, on a Instruct GPT, et puis après on renforce sur dire est-ce que ta réponse est pertinente en les classifiant de 1 à 5 ou en les classifiant les unes entre les autres en termes de pertinence. Et donc c'était juste pour ralentir un peu l'attention sur la partie statistique du langage, c'était pour vous dire l'apprentissage par renforcement est une intuition et une observation qu'on a à la fois pour nous, quand on continue à faire quelque chose, on se concentre, on répète, ou bien dans le monde animal, où on peut entraîner la poule, mais on lui donne une récompense seulement quand elle va becqueter le point rose. Et donc, elle va apprendre à becqueter aucun des points, même si on les bouge, mais juste le point rose. Donc, si vous voulez, c'est juste une exemplification du mécanisme qui est sous-tendu. Et donc, oui, ça a fait pas mal de remous, parce que c'était des personnes sous-payées qui ont eu à lire pendant des heures des contenus hyper toxiques, donc qui se sont récemment, j'en profite, organisés dans un syndicat. Donc c'est important aussi de voir le facteur humain qui est derrière les outils qu'on utilise tous les jours. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une offre de plus en plus diversifiée. C'est que depuis le tout début 2018, on a de plus en plus de modèles de langage. Vous remarquerez que donc, ceux qui sont pas entourés, juste entourés, mais qui sont en plein, sont libres. Et qu'au fur et à mesure, on a de plus en plus de situations où ils ne sont pas libres. Donc c'est une tendance, de façon générale dans la tech, c'est que pas toujours ils sont libres d'accès. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pensait jusqu'à présent que l'IA, c'était du code et de la capacité de calcul. On a compris que l'IA, c'est du code, de la capacité de calcul et des données, et que c'est fondamental, pour plein de raisons, pour entraîner les algorithmes, pour protéger les siennes, et que c'est aussi des cas. Et c'est là qu'on arrive au cœur de la question de la sécurité, c'est comment on utilise cet outil. Est-ce qu'il peut être utilisé de façon malveillante? Donc cette équation IA, code plus computing power plus data plus use cases, c'est non seulement la course à trouver des cas pour utiliser ChatGPT, mais c'est aussi la course à comprendre comment on peut éviter que ces cas soient malveillants par une approche de réglementation ou de gouvernance, qu'elle soit au niveau de l'entreprise, au niveau des États, au niveau mondial. Et donc, le 20 mars, ça a changé pas mal des choses parce qu'il y a eu une fuite de données, une grosse fuite de données. OpenAI a, pendant 9 heures, les historiques de personnes différentes et les informations bancaires remplacées avec des X au début de l'information bancaire quand même, ont été transférées d'un utilisateur à l'autre. C'est une fuite de données due à un dysfonctionnement d'une librairie Python open source qui s'appelle Redis.py et qui a un peu ouvert les yeux sur ce qui se passait. Et ça a été une longue escalade jusqu'au 30 mars. Europol a publié des mises en garde de sécurité sur les grands modèles de langage, et plus particulièrement ChatGPT. La CNIL italienne s'est saisie du sujet de la question des propriétés des données. Surtout, le gros problème de fond, c'était que les personnes n'étaient pas informées de ce qui allait se passer avec ce qui tapait dans ChatGPT. De façon assez incroyable, en 20 jours, OpenAI a réussi à se conformer à 4 ou 5 des articles qui étaient cités par la CNIL italienne, notamment
il y a beaucoup de pression politique. Il y a une task force européenne de toutes les CNIL qui s'est créée sur le sujet. Entre-temps, à une dizaine de jours de la date limite que OpenAI avait pour se conformer. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a marché et qu'aujourd'hui, on peut protéger son historique. Et qu'on peut accéder à un bouton qui permet de protéger son historique. Et de façon assez significative, le numéro 7 des nouvelles conditions d'utilisation qui avaient déjà été mises à jour au 1er mars et qui ont été mises à jour le 27 avril, c'est qu'en fait, la loi qui est choisie pour gérer les problèmes, c'est celle de l'État de Californie. L'État de Californie, en janvier 2025, aura une réglementation de l'intelligence artificielle aussi. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a la question de la sécurité des données, qu'en France, 68% des personnes qui ont répondu utiliser ChatGPT l'utilisent sans le dire à sa hiérarchie dans les entreprises. Donc, c'est un constat qu'il faut faire. Et qu'il y a eu pas mal d'histoires. Amazon, déjà en janvier, disait de ne pas utiliser ChatGPT pour des données de l'entreprise, que les employés d'Apple, cette semaine, ont reçu aussi les mêmes consignes, et que Samsung, sur la division des semi-conducteurs, a fait fuiter des informations importantes et confidentielles en faisant de la correction de code informatique. Et tout ça pour dire que la création de code informatique, aujourd'hui, GitHub, en avril, évalué à 46% du code qui est déposé en un mois comme étant généré par son copilote. C'est pour vous dire, en fait, l'envergure que ça prend sur GitHub. Et l'autre chose, c'est que récemment, Anthropic, qui était un des 4 qui a été invité à la Maison Blanche, qu'on connaît un peu moins, mais qui est très connu aux US, a transformé son modèle de langage et maintenant, on peut mettre 100 000 tokens en entrée de contexte ChatGPT. Donc, ça veut dire qu'on peut faire fuiter beaucoup plus de choses aussi. Donc, tout doucement, la communication de OpenAI dit qu'ils ne vont plus réentraîner les algorithmes sur les données personnelles et les données des consommateurs, des utilisateurs de ChatGPT. Est-ce que cela sera vraiment effectif? On verra. Mais en tout cas, c'est en train de bouger très très rapidement aux États-Unis. On le verra dans la partie réglementation. Pourquoi tout le monde se préoccupe? Parce que depuis 2019, des articles scientifiques de personnes qui travaillent chez Google, des privacy engineers, montrent que les grands modèles de langage mémorisent. Et en 2019, ces études ont été faites sur des GPT-2. Donc, si le monde pense que ChatGPT a un gros problème de privacy à cause du RGPD, c'est parce qu'il n'a pas lu cette littérature scientifique. Et donc, c'est là que je voudrais pousser un peu plus loin aujourd'hui. Donc, les tout derniers articles parlent en effet que la seule façon d'avoir des réponses correctes, c'est de mémoriser des choses vraies dans ChatGPT. Je vous renvoie vers cet article qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est un peu plus négatif. Il a beaucoup de maths à l'intérieur, donc il faut bien attacher sa ceinture. Et non, on va parler par contre d'un autre article. Ça, c'est les 3 autres articles qui sont liés à ce sujet que je vous soumets si vous avez envie de les lire. Je voudrais parler de celui-ci parce que c'est une très très belle attaque, vu qu'on avait des hackers éthiques hier soir. C'est une très très belle attaque sur GPT-2 qui montre des éléments mémorisés par GPT-2 et qui fait l'analyse statistique de combien de fois il faut que ça soit répété dans le corpus d'entraînement pour que l'algorithme le recrache. Donc si c'est entraîné sur vos données et que vous avez répété plein de fois la même chose, et bien probablement ça sera remis dans la moulette et recraché. Donc ça, c'est pour l'enjeu. On va partir sur ça. Donc il s'agit de questionner 200 000 fois le modèle et de faire une analyse de ce qui a été questionné, c'est plus ou moins ça, et de faire ressortir les choses qui ont une plus grande probabilité à l'intérieur de tout ce qu'on a questionné. Donc c'est vous dire beaucoup de données. Et ce qui a une plus grande probabilité, par exemple, c'est ces extraits-là. Et ces extraits, en fait, de façon très intéressante, il y a quelqu'un qui coopérait dans cet article chez OpenAI. Ils ont pu remonter, en fait, exactement à les identifier dans le corpus d'entraînement, même s'il n'était pas en libre accès. Et donc, ce qui est très important à comprendre ici, c'est que c'est une attaque très très simple, qui est totalement statistique, et qui a pu vraiment faire ressortir un certain nombre de catégories d'éléments mémorisés. Vous remarquerez qu'à l'époque, les tweets de Trump étaient beaucoup relayés dans la presse,
Du coup, ils étaient très très fréquents et du coup, on les a retrouvés, cités verbatim, dans les données. Et ce qui est important aussi, c'est qu'ils ont fait ça sur des modèles de tailles différentes. Les modèles sont souvent distribués dans une version large, medium et small, encore aujourd'hui, et que du coup, on peut tester sur la base de la taille quel est le nombre minimal d'occurrences qu'on doit avoir dans le corpus d'entraînement pour que ça soit mémorisé. Et ce qui est intéressant ici, c'est la tendance, c'est que très clairement, là vous avez une limite à 33, c'est que 33 fois, c'est déjà mémorisé dans un modèle XL, mais par contre, vous avez une limite très très forte à 359, plutôt pour un modèle, dans ce cas spécifique, pour un modèle petit. Donc vous imaginez, GPT-2, c'est un homme, et GPT-3, c'est un tyrannosaure en termes de taille. Donc ce que vous avez, c'est une capacité de mémorisation assez incroyable. Donc, l'idée, c'est d'auditer les modèles de langage à la fin de l'article sur la base de leur mémorisation des données personnelles des personnes, parce qu'ils ont retrouvé aussi des adresses, des numéros de téléphone. Et le vrai problème des modèles de langage, et je suis vraiment très très en retard, c'est la question de la ressemblance. La vraisemblance qui fait qu'en fait, on peut vraiment leurrer la personne qui lit. Donc, je ne vous apprends rien que c'est très utilisé en création de contenu marketing. Que Coca-Cola s'en est déjà servi. Et la semaine dernière, je pense, la pub Coca-Cola est sortie entièrement générée par l'IA. Et qu'il y a des détournements possibles de cette vraisemblance. Les détournements possibles sont des spams, des scams romantiques, de la radicalisation automatisée, des discours de haine, des fake news, de la désinformation. En sachant que tout ce qui est désinformation prend une tournure plus importante parce que nous sommes à l'échelle. Et ça, c'est un article qui est sorti sur des deepfakes compositionnels. Alors, qu'est-ce qu'on dit comme deepfake? Évidemment, interactif. Donc, on va avoir des IA qui vont changer votre avis sur vos questions de santé, par exemple, pour faire du conseil en santé ou des choses de ce style-là. Et donc, là où c'est très intéressant, c'est que c'est une situation un peu complexe, c'est-à-dire que je vous invite à lire cet article, il est très intéressant. On a un événement dans le monde qui arrive vraiment, on a des événements intermédiaires à fabriquer, on a un autre événement et on a des événements qu'on peut organiser pour valider les deepfakes. Donc on rentre vraiment dans un système de vraisemblance où on fabrique aussi des événements du monde pour renforcer le poids des deepfakes. Évidemment, ça peut être un copilote d'attaque. Et là, je vais passer très rapidement parce que je vous conseille la lecture du Cloud Security Alliance. C'est un guide qui va à la fois dans le sens de dire ce que permet ChatGPT en termes d'efficacité et de temps, parce qu'une attaque de cyber, c'est surtout du temps et de l'efficacité, et aussi de comment ChatGPT peut être utilisé de façon bénéfique, mais vu qu'il a déjà je ne vais pas continuer à faire la pub de ChatGPT devant cette audience, je vous renvoie à cette partie-là dans le rapport qui est disponible sur Internet. Et donc la première chose, c'est le renforcement d'une phase initiale où on cherche les ports pour rentrer dans un réseau. Et sur ça, ça marche assez bien. Le risque est du coup moyen et la probabilité est haute. Une deuxième chose, c'est réussir à se masquer du système au tout début. Et l'automatisation de la découverte de vulnérabilité. Et sur ça, le risque est moyen, l'impact est moyen, mais la probabilité est aussi moyenne. Donc ici, par exemple, il retrouve un endroit où on peut insérer, où il y a un endroit où on peut insérer du code à distance. L'autre point important, c'est le ciblage préliminaire, donc l'étude d'une banque, par exemple, quelles sont ces différentes... Donc ça permet de résumer et d'avoir des informations préliminaires. Et l'autre point, évidemment, c'est le phishing sophistiqué. Hein, donc ça, pas besoin de... Et la dernière, c'est très intéressant, c'est CyberArk, qui a réussi à créer du code polymorphe, donc qui change au fur et à mesure. Hein. Et ce qui est très intéressant, vous direz, ils ont réussi juste en insistant et en ayant beaucoup plus d'autorité avec l'algorithme pour lui faire produire. Et donc, vu que ça a été pas mal relayé, maintenant, c'est beaucoup plus difficile de faire la même chose sur ChatGPT. Et donc ça, c'est la partie sur laquelle je vous renvoie pour comment ChatGPT peut répondre aussi aux questions de vulnérabilité et de screening du système.
Et donc là, je voudrais faire juste très brièvement une petite parenthèse sur le fait qu'on peut avoir des modèles de langage en local. Il n'y a pas toujours besoin de solutions cloud. Et ça, c'est grâce à... dans la chaîne de valeur, vous avez ici tout un ensemble de fonctions, mais vous pouvez aussi les avoir en local. Et ce qui a été très disruptif à partir du 24 février, c'est l'arrivée de Llama, vous n'en aurez pas entendu parler, parce que l'architecture a été optimisée, elle est 10 fois plus petite que celle d'un GPT-3, et ça a été entraîné plus longtemps. Et il a une taille réduite, et il peut tenir sur un Mac M1, par exemple, Ultra, qui est juste pour faire des jolis... Enfin, quand même une charte graphique pour faire des jolis dessins. C'est pas mon ordi, mais... et un petit moment cocorico, c'est que sur 14 personnes qui étaient co-auteurs de l'article, il y a quand même 11 Français qui maintenant se lancent dans plein de nouvelles aventures. Ce que je voudrais vous dire sur la réglementation, très rapidement. J'abuse de 5 minutes de votre temps, parce que je voudrais commencer par la Chine, qui est pionnière en termes de réglementation, parce qu'elle a fait le choix de réglementer les algorithmes, au lieu de réglementer les risques, comme cela est le cas au niveau européen. Et donc, ça fait que la réglementation est très ciblée sur toute l'utilisation de l'algorithme. Donc, par exemple, pour celle qui est entrée en vigueur en mars 22, qui est la loi sur les algorithmes de recommandation, c'est que ça marche sur la fixation des prix, ça marche sur la distribution de charges de travail des livreurs Deliveroo, ça marche sur la diffusion de l'information et la recommandation d'informations sur Internet. Donc, quand vous réglementez l'algorithme, vous faites le choix de faire en sorte que toutes les utilisations de cet algorithme soient réglementées. Et il y a déjà une loi sur les deepfakes qui est entrée en vigueur au 1er janvier et qui protège la société des informations fausses. Donc c'est la loi de la synthèse profonde, ça s'appelle. Et il faut obtenir le consentement pour manipuler la voix et l'image de quelqu'un. Donc, c'est des solutions très précises. Et ce qui est très intéressant dans ce système, c'est qu'il y a un registre central des algorithmes où tout le monde doit déposer son algorithme avant de le mettre en service. Et que dans cette banque centrale des algorithmes, il y a aussi les corpus d'entraînement. Donc, c'est une façon d'obtenir ce qu'au niveau européen est en train d'être obtenu par de la transparence. Et donc la dernière, dont la discussion vient de se clôturer le 10 mai, c'est une proposition de régulation sur l'IA générative. Et sur l'IA générative, ce qui est très intéressant, c'est que ce qui est proposé, c'est à la fois d'éviter la discrimination algorithmique, d'éviter les contenus non véridiques, exactement comme dans celle sur la synthèse profonde, de respecter la propriété intellectuelle, la propriété des données et les valeurs socialistes de la société. Donc, de façon générale, nous sommes dans un grand labo de réglementation de l'IA où tout le monde essaie de faire rentrer ces valeurs dans ces algorithmes pour qu'ils ne soient pas trop disruptifs de la société. Et l'autre, c'est qu'il y a des études préalables qui sont faites sur les algorithmes. La première arrestation pour deepfake, vu que la loi est entrée en vigueur au 1er janvier, a eu lieu le 5 mai. Dans ce cas spécifique, la personne a divulgué 20 articles sur Internet avec un faux accident de train. Donc, quand on pense à la mise à l'échelle que permet l'intelligence artificielle, 20, c'est encore faisable par un humain. Donc voilà, mais c'est quand même la première et elle a été exemplarifiée. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau européen ? Donc, le AI Act a concentré l'attention de plein de personnes, mais en fait, il y a un énorme écosystème qui est en train de se déployer sur l'IA au niveau européen, qui est composé de plein de perles, et dont une directive sur la responsabilité de l'IA, qui est ciblée sur les produits. L'idée générale est de renforcer la transparence et de travailler sur les garanties sur les produits. Ce qui est très intéressant, c'est que ça procédait tranquillement et ChatGPT est venu un peu chambouler le tout parce qu'il a été retenu que c'est un élément qui permet de faire plein de tâches. C'est ça qui est très intéressant de ces modèles Transformers, c'est qu'en fait, on peut leur faire
plein de tâches différentes. Et donc l'idée au lieu de réglementer juste ici, mais de réglementer ça aussi, est venue du fait de la question des données. Et de combien elle a été explicitement mise en avant par la question de ChatGPT. Ça a changé la définition de l'intelligence artificielle du texte. Le mot prédiction a été ajouté, donc quand même c'est un gros changement. Et beaucoup de choses ont été réinsérées jusqu'à la dernière minute pour gérer quelque chose qui en fait est la gestion d'un algorithme et pas forcément d'un risque tout court. Donc ça a un peu transformé la méthode. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est un mélange de rigidité et de souplesse. C'est que d'un côté, vous avez des sanctions à 6% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, qui sont quand même quelque chose. Et de l'autre côté, vous avez des bacs classables réglementaires qui sont volontaires. C'est-à-dire que vous pouvez volontairement vous soumettre à un test de votre algorithme et avoir de l'assistance sur comment le rendre conforme à la réglementation. Ce qui est très intéressant, c'est que des experts de tiers ont été rajoutés pour certifier avant la sortie, et l'obligation de la transparence sur les corpus d'entraînement pour tout ce qui est copyright a été rajoutée. Ce qui est très important de comprendre aussi, c'est que l'empreinte carbone a vraiment été insérée dans le texte, parce que là, il y a une quinzaine de jours, un article est sorti qui fait une évaluation de la quantité d'eau qui a été utilisée en un mois de prompt de ChatGPT. Et c'est assez vertigineux. Les données, certes, sont évaluées, mais l'article est quand même bien argumenté. C'est 255 millions de litres en un mois pour 6 requêtes par personne, par utilisateur, 6 requêtes moyennes par utilisateur. Donc la question de l'environnement est aussi au centre du AI Act et de la question de l'intelligence artificielle. Pour terminer, on va prendre les États-Unis et les UK. Les États-Unis travaillent de façon beaucoup plus soft avec des questions d'influence et d'opinion. Ils ne sont pas dans un cadre réglementaire extrêmement structuré pour l'instant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir des recommandations de la Maison-Blanche et des enquêtes du Sénat, que vous avez pu probablement suivre par les médias parce qu'elles ont été très relayées, vous avez l'administration Biden qui a invité les 4 CEO des plus grandes boîtes qui diffusent des modèles de langage et qui leur a... ils ont discuté. Ce qui en est ressorti, c'est beaucoup d'actions, à la fois des actions de soutien de l'intelligence artificielle au niveau des États-Unis, donc des subventions. Mais aussi, ça c'est pour vous dire qu'il y a aussi des initiatives locales, mais aussi un grand hack de masse cet été au sein du DEFCON à Las Vegas, où les entreprises ont été priées de donner leurs algorithmes pour qu'ils puissent être hackés de façon massive. Et l'organisation et l'orchestration de tout ça a été donnée à la chef de l'équipe IA éthique de Twitter, l'ancienne. Donc, il y a aussi tout un travail de standardisation qui sera aussi à la base du travail après le vote du AI Act, et qui se développe aux États-Unis. Donc, si vous voulez, d'une certaine façon, vous voyez que l'influence sert à obtenir des résultats très rapides. Le travail sur l'opinion, le hacking de masse des modèles de langage avec des équipes de red teaming, tout ça, c'est des façons d'envisager la chose qui sont plus souples, très directes et qui ont des effets tout de suite. Donc, si vous voulez, chacun, avec sa vision du monde, est en train d'essayer de comprendre la chose, intelligence artificielle, pour qu'elle reflète voilà. L'Angleterre a décidé de ne pas réglementer, mais de que faire des recommandations. Et à l'anglaise, je ne sais pas si c'est à l'anglaise en fait, c'est un abus de langage, ils font un constat, c'est qu'il y a très peu d'entreprises et d'organisations qui publient des grands modèles de langage, parce que c'est beaucoup de capacité de computation, c'est beaucoup de données, et donc qu'il y a possibilité qu'il y ait un monopole du contrôle et de la distribution. Et donc cet été, après avoir dit qu'ils proposent une approche pro-innovation, c'est-à-dire non réglementaire, ce qui se passe, c'est qu'ils font une très grande enquête avec l'autorité des marchés pour comprendre si les mécanismes d'antitrust sont respectés à l'intérieur de l'écosystème des grands modèles de langage et pour comprendre et analyser la protection des consommateurs.
Donc, si vous voulez, d'une certaine façon, quand on a une inaction réglementaire forte, on a une action sur un autre champ, que ce soit le RGPD, par exemple, quand ce soit l'autorité de compétition des marchés. Et après, ce qui se passe, c'est qu'au G7, on dit il faut réglementer. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, ça sera l'approche plus globale du G7 qui propose l'OCDE comme étant un relais pour la constitution de quelque chose qui soit un positionnement plus global du G7 sur la question de la gouvernance de l'IA. Et donc, je vais terminer par des textes qui sont beaucoup plus génériques sur la question des valeurs, qui sont des textes internationaux sur l'IA, qui sont déjà sortis pour ce qui est de l'OCDE et de l'UNESCO, des recommandations, et pour dire qu'en fait, il y a aussi le Conseil de l'Europe, qui est l'institution pour laquelle je travaille, qui est en train de travailler à une convention cadre où la règle de droit et les droits de l'homme sont centraux dans l'approche de l'intelligence artificielle. Tout ça pour vous dire que c'est bien la gouvernance globale de l'IA, mais le monde commence dans l'individu, donc dans chacun de vous, dans vos entreprises. Et j'espère avoir pu contribuer à votre prise de position avec ces minutes d'attention, dont je vous remercie. Merci. Muriel, vous avez répondu à nombreuses de nos questions. Oui. Je crois que vous avez aussi ouvert beaucoup d'autres questions. C'est le but du jeu. On ne pourra pas le faire maintenant parce que notre déjeuner nous attend, Oui. mais vous restez avec nous. Absolument, je suis là. Donc, j'invite les participants qui veulent parler à Muriel de venir en cours de route pour le déjeuner. Et Merci beaucoup. Si vous voulez des sources, il suffit de me contacter sur LinkedIn, je vous enverrai des sources. Merci beaucoup. Merci Muriel.